Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour LFNA TV comme tous les lundis soirs, l'émission de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine pour s'intéresser à toutes les formes de football. Ce soir, gros programme avec notre reportage de la semaine, reportage consacré au championnat de France élite de Cécifoot. Il y aura nos résumés de match avec encore une fois nos correspondants un petit peu partout en Nouvelle-Aquitaine pour vous faire revivre de la régionale ou encore de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine de futsal. Et puis deux invités au programme, le président de l'entente sportive guérétoise Claude Morel. Le club de la Creuse a enfin gagné en 2023. Il y aura du sourire du côté de Guéret, du sourire également du côté de l'OFC Ruel avec le vice-président du club Hervé Amoni qui nous parlera notamment d'un événement consacré au foot béquille. LFNA TV numéro 83, c'est parti. Et on débute comme promis avec le reportage de la semaine, un reportage consacré au Cécifoot, le foot handisport pratiqué par les athlètes déficients visuels. Hier avait lieu au stade du Jard du côté de Mérignac le championnat de France élite Cécifoot en présence notamment de Bondy, du Toulouse Football Club ou encore du club belge d'Anderlecht. C'est un reportage qui vous est proposé par notre correspondant en Gironde, Florian Sabatier. Alors déjà, il faut comprendre que le SAM, foot, est à l'intérieur d'un omnisport, à l'intérieur d'un club où il y a plein d'autres disciplines. Et ce club a une particularité, c'est d'avoir un service qui est transverse à toutes les disciplines et qui s'occupe de proposer du sport à tous ceux qui peuvent en être éloignés. Et le Cécifoot fait partie de ces personnes qui ne peuvent pas faire du sport comme vous et moi et que le service prend en charge, mais qu'on essaye de faire en sorte qu'ils soient complètement intégrés en inclusion dans le club et donc au sein même des infrastructures du SAMFoot. Aujourd'hui, pour nous, le SAM Cécifoot, le SAMFoot, le SAM Omnisport, tout le monde est dans la même famille. Et donc c'est important que aussi le Cécifoot ait sa journée et son moment fort. Et c'est surtout pour sensibiliser, à la base c'était pour sensibiliser les sportifs du SAM Foot, les sportifs et les non-sportifs de la ville de Mérignac et de faire connaître le Cécifoot en Gironde. Donc voilà, c'était l'objectif, c'était ça, et surtout de sensibiliser à la déficience visuelle. Alors j'ai commencé au début le Cécifoot en tant que malvoyant, parce que Cécifoot il y a deux catégories, il y a les catégories malvoyants où c'est du futsal classique. Mais c'est juste les maillots qui sont bien différents, un clair, un foncé ou en fonction des pathologies visuelles. Un ballon qui ressort du sol. Donc voilà, ça c'est vraiment la catégorie malvoyant. Donc il n'y a pas de masque et c'est un ballon de foot classique. Et c'est les règles du futsal. Et après il y a la catégorie B1, donc des non-voyants et malvoyants profonds. Donc aujourd'hui, le ballon il est sonore, il y a un masque sur les yeux pour permettre, parce que voilà, moi j'ai un petit reste visuel, donc pour occulter la vue. Et après, c'est tout un travail, comme tout sportif, on s'entraîne plusieurs fois par semaine. Et c'est un travail de longue haleine. Moi, personnellement, ça fait plus de 20 ans que je fais du Cécifoot. Donc je vais dire que j'ai un peu l'expérience. Et le foot classique m'a permis d'avoir une technique un peu plus au-dessus, peut-être. Tout à fait. Alors évidemment, la France, surtout depuis les derniers championnats d'Europe, est un pays d'élite par rapport au Cécifoot et on leur souhaite le meilleur pour Paris 2024, évidemment. Dans notre club d'Anderlecht, il y a également des joueurs de l'équipe nationale. Et donc, oui, je pense que le niveau ici était vraiment très appréciable. Oui, il y a vraiment des différences fondamentales parce que l'essentiel en Cécifoot, c'est la communication. Comme les joueurs ne voient pas, il faut composer
compenser les informations visuelles qui sont lacunaires par des informations auditives. Et donc, il faut leur en donner suffisamment tout en leur laissant quand même une certaine autonomie de jeu. C'est parfois compliqué de trouver le juste milieu entre les deux. Mais en tout cas, ils ont besoin de guidage qui est fait d'une part par le coach de la partie centrale du terrain, mais surtout aussi par le guide derrière le goal et par le gardien qui coach aussi sa défense, en plus de devoir sauvegarder son but. Le gardien de but, lui, il est voyant. Donc il va nous donner, surtout à sa défense, parce qu'il y a une ligne où il n'a plus le droit de parler. À partir de 12 mètres de ses buts, il n'a plus le droit de parler. Donc il donne des conseils à son défenseur. Le ballon, il est à gauche. Après, ce n'est pas du téléguidage. Souvent, les gens de l'extérieur pensent que c'est du téléguidage. Mais non, on n'est pas des petites voitures. Si on a envie d'aller à gauche, on va aller à gauche. Si on veut aller à droite, on va aller à droite. Mais voilà, c'est un atout, je vais dire. Et après, c'est une confiance avec le gardien. Comme aussi à l'inverse, derrière les buts où on doit marquer, il y a un guide. Et c'est pareil, c'est la confiance. Le guide va nous dire il reste un joueur, tu es à 8 mètres. Voilà, c'est des informations. Mais il ne va pas nous dire va à gauche, va à droite et te frappe du pied droit. Non, non. Après là, c'est le joueur, lui, il est autonome. Mais voilà, après, c'est des ressentis et des conseils en plus. Je crois aussi qu'il y a d'autres objectifs que l'objectif purement sportif. Il y a un objectif social parce qu'ils se retrouvent entre eux. Mais il y a quand même 3 personnes voyantes avec 4 personnes déficientes visuelles sur le terrain. Et donc, c'est un mixte aussi au niveau de l'inclusion. Je trouve que c'est vraiment un beau sport. Et donc, cet aspect inclusion doit et peut être mis en avant très, très clairement pour mieux faire comprendre la place de la personne en situation de handicap dans la société. C'est une manière de lutter aussi contre la sédentarité, contre le surpoids. Enfin voilà, il y a plein d'objectifs qui sont des objectifs de santé publique également. Mais l'objectif social, en tout cas, je crois que celui-là peut être franchement mis en exergue. Après le reportage de la semaine consacré au cécifoot, on ouvre la page consacrée au National 2. Avec les résultats de la 22e journée du groupe D qui concerne les clubs de Nouvelle-Aquitaine, vous allez le voir en tableau, les résultats s'affichaient avec le large succès d'Andrézieux-Boutéon 3-0 face au FC Vierzon, la victoire de Bourges face à Moulins-Isère 1-0, la victoire de Romorantin 2-1 contre le Gol FC, 0-0 entre la réserve du FC Nantes et le Stade Bordelais, un but partout entre Trélissac et Chamalières, un but partout également entre Angoulême-Charente et la réserve du SCO Angers, victoire importante à l'extérieur de Bergerac-Périgord qui s'impose à Saumur 3-1 et puis la victoire à l'extérieur du club de Vendée-les-Herbiers sur le terrain de la réserve du FC Lorient. Les conséquences de cette 22e journée au classement maintenant avec le leader qui s'appelle Vendée-les-Herbiers, le club vendéen qui compte exactement 3 points d'avance sur Bergerac-Périgord, 3e le Gol FC, 4e Angoulême-Charente avec 33 points, 5e Bourges, 6e la réserve du SCO Angers, 7e Trélissac avec 31 points, 8e Romorantin, 9e l'Olympique Saumur, 10e le FC Chamalières, 11e la réserve du FC Lorient, 12e Andrézieux-Boutéon avec 28 points devant la réserve du FC Nantes, Moulins-Isère est 14e avec 22 points, le Stade Bordelais est lui 15e avec 21 points et puis vous le voyez en bas de classement à la place de Lanterne Rouge, toujours le FC Vierzon avec 17 points. Le calendrier maintenant du National 2 avec la 23e journée qui se jouera ce week-end. Il y aura Bergerac-Périgord face à Angoulême-Charente dans un duel 100% néo-aquitain. Vendée-les-Herbiers, Andrézieux-Boutéon. Gol FC face à Trélissac. Bourges se déplace à Vierzon. La réserve du SCO Angers affronte une autre réserve d'un club professionnel évoluant en Ligue 1, c'est le FC Nantes. Chamalières recevra l'Olympique Saumur. Moulins-Isère face à Romorantin. Enfin, le dernier club de Nouvelle-Aquitaine, le Stade Bordelais, recevra la réserve du FC Lorient. Après le championnat de National 2, on déroule avec la logique et la suite le National 3. On jouait ce week-end la 19e journée du groupe A qui regroupe les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Voici
En tableau, les résultats de cette 19e journée avec la victoire à domicile de la réserve de Pau contre l'US Lège-Cap-Ferré, victoire 2-0 du club du Béarn, victoire 4-0 de la réserve des Chamois niortais face au CA Neuville, un but partout entre le Stade Poitvin FC et les Genêts d'Anglet, 4-1, la première victoire en 2023 pour l'ES Guérétoise face au Stade Montois, la Lanterne Rouge, 2-1 pour Chauvigny qui réalise une belle opération en battant par la plus petite démarche Porte entre deux mers, et puis 3-2 dans un match un petit peu fou entre la réserve des Girondins de Bordeaux et Châtellerault. Du côté du classement, les conséquences sont nombreuses. On va vous donner ce classement tout de suite avec le FC Libourne toujours leader, mais à égalité de points avec Chauvigny. Libourne qui compte un match en moins que le club de Chauvigny. Les Genêts d'Anglet sont 3e avec 34 points. La réserve des Girondins 4e avec 32 points. 5e, la réserve du Pau FC avec 31 points devant le Stade Poitvin et la réserve des Chamois niortais. 8e, Châtellerault 25 points. 9e, l'Aviron Bayonnais 24 points. 10e, l'US Lège-Cap-Ferré avec 23 points. Le CA Neuville est 11e avec 20 points. Porte entre deux mers 12e avec 19 points. 13e place pour l'ES Guérétoise avec 13 points. Et la Lanterne Rouge n'est autre que le Stade Montois avec 5 points. Le Stade Montois qui a perdu donc 4-1 face à l'ES Guérétoise. On retrouve tout de suite le président du club de la Creuse. C'est Claude Morel qui nous accompagne ce soir dans la FNA TV. Bonsoir Claude. Eh bien, bonsoir à vous. On est ravis de vous avoir. On va faire notre petit curriculum vitae comme on le fait pour tous les présidents de clubs que l'on reçoit. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'Entente sportive guérétoise? Depuis combien de temps le club existe? Où êtes-vous situé et combien de licenciés surtout composent votre club? Eh bien, le club existe depuis la fusion entre la S-Creuse et la SPTT Guéret depuis donc 1992. Et donc à Guéret, dans la Creuse, et nous comptons à ce jour 505 licenciés. Et vous jouez en quelle couleur, président? Jaune et bleu. Jaune et bleu pour l'Entente sportive guérétoise dont on va vous parler ce soir avec grand plaisir, d'autant que c'est un week-end un petit peu particulier. C'est un week-end avec du sourire du côté de Guéret. L'équipe Fagnon, qui n'avait pas gagné en 2023, a battu la Lanterne Rouge du classement sur le score de 4-1. La Lanterne Rouge, c'est le Stade Montois. Ça fait du bien, président, on suppose. Là, on se réveille le lundi matin avec le sourire. Oui, enfin, on avait toujours un petit peu le sourire quand même, hein, malgré ce qui se passait. Mais c'est vrai que, ne serait-ce que pour les joueurs, et puis pour tous les bénévoles du club qui attendaient cette victoire effectivement depuis un petit moment. Mais surtout pour les joueurs et leurs coachs, quoi, qui désespéraient un petit peu. On est passé pas loin sur plusieurs matchs. Et puis voilà, quand ça veut pas, c'est le foot, hein. Voilà. C'est ce que j'allais vous dire. Quand une spirale négative s'installe, malheureusement, on a souvent tous les événements contraires face à soi. Je suppose que, même si personne n'était résigné, je suppose que c'est quand même du soulagement pour tout le monde. Ça permet aussi de travailler et de s'entraîner avec un peu plus de confiance et de sérénité. Oui, on aurait pu craindre effectivement qu'il y ait un peu plus de démotivation de la part des joueurs. Comme ça, de perdre sans arrêt, c'est jamais très très marrant, quoi. Surtout que c'est quand même des déplacements relativement longs, c'est fastidieux, hein. Et puis ils s'entraînent toujours aussi assidûment. Moi, j'ai pas trouvé, je dirais, de joueurs démoralisés. C'est plutôt encourageant. À l'image de leur président qui garde le sourire et la motivation quoi qu'il arrive. On le sait, c'est un championnat particulier parce que déjà, il y a beaucoup d'équipes qui sont concernées soit par le haut, soit par le bas. Il y a 5 descentes cette année. Le maintien, président, vous qui êtes optimiste, vous y croyez encore? Enfin, y croire, il faut rester lucide, hein. On est quand même loin des 9e. Je crois qu'il y a 10 points 11 aujourd'hui. points, oui. Ouais, 10 ou 11 points. Donc, mathématiquement, c'est vrai que c'est toujours jouable. Mais bon, on a bien vu que c'était compliqué, quoi. La semaine prochaine, on va à Anglet. Moi, il m'avait déjà impressionné chez nous. Donc, bon,
Restons lucides et puis jouons les matchs, match après match. Après, hein, on ne sait jamais, mais bon. On a vu d'autres situations être renversées en football et il faut y croire effectivement jusqu'à la fin. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que l'équipe Fagnon qui a brillé ce week-end, c'est l'ensemble du club de Guéret qui a le sourire puisque vos équipes B et C ont conforté leur première place. Il y a une victoire 2-1 et une victoire 6-5. C'est un président heureux qui est avec moi dans cette émission. Ah, tout à fait, parce que même au niveau des jeunes, je dirais, bon, c'est vrai que l'équipe Fagnon, c'est la locomotive, quoi. Mais n'oublions pas tout ce qu'il y a derrière, quoi. Donc l'équipe B, oui, qui est toujours première aujourd'hui. L'équipe C, normalement, qui maintenant doit avoir 11 ou 12 points d'avance, donc sauf catastrophe, devrait monter. Donc, si vous voulez, on va resserrer un petit peu les niveaux. Chez les jeunes, ben, tout va plutôt bien, voire très bien pour certaines équipes. Donc, on est un club, je dirais, quand même qui compte au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, quoi. C'est dans votre ADN, hein, de toute façon, à Guéret, président, c'est aussi d'être un club formateur. Mais on n'a pas trop le choix, surtout. Contrairement à certains clubs bah, qui peuvent, et tant mieux pour eux, je dirais, avoir des budgets conséquents leur permettant notamment pour l'équipe Fagnon, de pouvoir avoir des joueurs sous contrat fédéraux. Nous, on peut pas. Aucun de nos joueurs n'a de fixe. Je tiens à le souligner. Tous travaillent. On essaye de conjuguer tout ça au mieux, même si c'est pas évident. C'est vrai que notre ADN, c'est la formation et ça restera la formation. Voilà. Et c'est important qu'il y ait ce club formateur dans cette Ligue de la Creuse. Je voulais aussi vous avoir président parce que il y a la section féminine avec un événement le mercredi 5 avril. Ça sera de 16h à 17h30 pour les 5-12 ans du côté du complexe sportif de Cher-du-Prat sur le terrain synthétique. Vous pouvez nous en parler un petit peu de cette journée portes ouvertes? Je sais que ça tient à cœur à beaucoup de membres du club. Ben oui, tout à fait. Enfin, c'est toujours des journées importantes, je dirais, au niveau pour étoffer un petit peu la section féminine, parce que c'est pas spécial, je dirais, à l'entente sportive guérétoise, hein. Je crois que c'est au niveau du département où il y a eu une déperdition suite au Covid et tout. On a perdu beaucoup au niveau des jeunes filles et on s'attache eh bien, à refaire des sections plus importantes. Donc ces journées de détection, de partage, je l'espère, vont nous amener de nouvelles recrues. Donc n'hésitez pas si vous êtes une maman, un papa, si vous êtes une jeune fille qui a envie de jouer au foot, tout le monde est accueilli, je suppose, les bras grands ouverts le mercredi 5 avril de 16h à 17h30. Tout à fait, avec grand plaisir. Venez à Guéret pratiquer le football féminin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, là, Président, pour les semaines à venir, que les résultats des équipes de jeunes et des équipes seniors continuent, comme ça a été le cas ce week-end, sur une bonne lancée? Oui, tout à fait. Je dirais que oui, on reste humble, je dirais, par rapport à tout ça, hein. Nous, chaque semaine suffit à peine, hein. C'est un peu ça. Donc non, il faut saluer aussi je dirais, le grand dévouement des bénévoles du club, parce que c'est pas évident de faire tourner un club comme nous. On est quand même excentré. Ce week-end, on a fait plus de 2000 kilomètres. On avait 19 ou 20 équipes en lice, plus les enfants, les U6, U7. Donc, vous voyez ce que ça représente en investissement humain. C'est pas évident. Il faut les conduire, du mieux qu'on peut. Ça mobilise beaucoup
de personnes, de parents. Donc remercions tous ces gens-là qui font vivre pas que l'Entente sportive guérétoise, je dirais nombre de clubs un peu partout en France. Voilà. On Voilà. parlait de l'investissement humain, on va aussi évoquer l'investissement financier. Ce n'est pas que pour Guéret, c'est pour l'ensemble des clubs de l'Hexagone. Mais quand on connaît en plus les augmentations du prix de l'essence, tous les aléas en ce moment avec les annulations de trains, etc., on félicite et on remercie encore plus les bénévoles, que ce soit de ceux de Guéret ou d'ailleurs, hein, Président. Ah oui, oui, c'est clair. Là, on avait 7 ou 8 bus ce week-end, vous imaginez. 2000 km, vous faites le compte. Donc, surtout, nous, on n'a pas un budget non plus de folie. Hein. Donc, pour tout dire, c'est 250 000 € à la louche. Hein. Et bien loin de certains clubs de la poule. Hein. Et je vous dis, on fait avec ce qu'on a, du mieux qu'on peut, et je crois qu'on n'est pas ridicule dans ce qu'on fait. Et on vous félicite pour le travail accompli. On vous remercie aussi d'avoir pris du temps pour répondre aux questions d'LFNA TV. On suivra la fin de saison avec intérêt de la part de Guéret et on croise les doigts pour toutes les équipes qui composent votre club, un club très important du côté de la Creuse. Merci beaucoup Claude Morel d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, merci à LFNA TV. Et puis, vous pouvez venir nous voir quand vous voulez. On ne vous a pas vu cette année. Non, on viendra, promis, Président. C'est une promesse, pas de campagne ni de candidat. C'est une promesse tout court. On viendra parce qu'on sait qu'on est toujours très bien accueillis du côté de Guéret. Eh bien, c'est gentil à vous et bonne soirée à tous. C'était Claude Morel, le président de l'Entente sportive guérétoise, qui a donc gagné pour la première fois en 2023 ce week-end l'ES guérétoise qui va jouer, vous allez le voir, lors de la prochaine journée sur le terrain des Genêts d'Anglet. Ce sera la 20e journée avec le leader, le FC Libourne, face à la réserve des Girondins, Chauvigny contre la réserve des Chamois, Châtellerault face au stade Poitevin à 19h le samedi 1er avril. Dans le même temps, les Genêts d'Anglet contre Guéret, l'US Lèche Cap Ferré face à l'Aviron Bayonnais FC, le Stade Montois contre le CA Neuville, et puis un match qui aura lieu dimanche qui opposera Porte-Entre-deux-Mers à la réserve du Pau FC. On passe maintenant à la régionale 1 avec dans la poule A un duel crucial qui avait lieu ce week-end, duel dans la lutte pour le maintien qui se déroulait au stade municipal de Royan, un match qui opposait le FC Royan Vaud Atlantique au club de Ligue UG, un duel qui était suivi par la caméra de notre reporter en Charente-Maritime, Théo Rodriguez. 19e journée de Régional 1, le club de Royan Vaud Atlantique recevait Ligue UG ce samedi au stade municipal de Royan. Avant la rencontre, Royan se positionnait 13e et Ligue UG 10e au classement de la poule A. Vous l'aurez compris, ce match est déterminant pour les deux clubs qui ont besoin de points pour se maintenir. La victoire est primordiale sur ce match, estime Mathieu Rouillet, coprésident du Royan Vaud Atlantique Football Club. On le sent, la saison a été compliquée, le début de saison a été compliqué. Aujourd'hui, on a un effectif qui travaille bien, un nouveau staff qui travaille très bien. Donc l'ambition, il n'y a pas de problème. L'ambition est sereine, on est bien. Donc maintenant, on va faire le meilleur parcours pour se maintenir en Régional 1. Le mot d'ordre, il est unique, hein, c'est la victoire, c'est d'être unis et puis de travailler pour l'équipe. Travail d'équipe, serrer les coudes entre nous et puis c'est surtout avoir un objectif commun, le maintien et ça passe par une victoire ce soir. Lors de leur dernier match à domicile, les Royanais s'étaient imposés 2-1 face à Thouars. Il faut poursuivre sur cette lancée et dans les vestiaires, les consignes sont claires. Il faut envoyer du jeu et prendre du plaisir. Et vous savez les gars, hein, ce que j'attends de vous, de la détermination et du jeu. Le jeu. Il n'y a que ça qui importe au foot. Jouez, faites-vous plaisir. Mais pour ça, il faut être déterminé les gars. Je vous souhaite un bon match les gars. Hein, les 3 points c'est important. Khalid. Détermination, ensemble, détermination. Ok les gars. Khalid. Vous précipitez pas, restez calme. Il y a beaucoup d'énergie mais tranquille. Gérez. Sérénité. C'est bon. Allez. 19h, début de la rencontre et le coup d'envoi va pouvoir être donné par les joueurs de Ligue UG.
Le match commence fort après une perte de balle royanaise. Les Ligugéens vont avoir une belle touche proche de la ligne de corner. Le ballon est récupéré par le milieu royanais dans la surface mais ne parvient pas à le dégager. C'est la panique dans les 16 mètres de Royan. Les Ligugéens vont en profiter avec un gros travail de leur buteur proche de la ligne de 6 mètres. Il arrive à la glisser en retrait pour son numéro 8 qui n'a plus qu'à finir le travail. C'est très bien joué. Ligugé ouvre la marque dès la 3e minute de ce match. Ça commence mal pour Royan. Sur l'engagement, les Royanais tentent de réagir, lancé en profondeur, le numéro 9 réussit à la mettre à son numéro 10 qui prend sa chance mais bute sur le gardien. Frappe pas assez puissante pour surprendre le portier ligugéen. Sur l'action d'après, le latéral royanais va trouver un superbe décalage pour son numéro 11 mais le gardien ligugéen fait à nouveau une belle parade. Touche pour Royan au milieu du terrain, mais le milieu rate son contrôle et va permettre à Ligugé de partir en contre. Mais vous allez le voir, le gardien royanais fait une belle sortie et empêche le numéro 9 de Ligugé d'alourdir le score. Malheureusement sur cette action, le portier va subir un terrible choc à la tête. Les pompiers sont obligés d'intervenir et la rencontre sera suspendue une vingtaine de minutes. Coup dur également pour le buteur de Ligugé qui sera expulsé de la rencontre. Son équipe terminera ce match à 10. Reprise du match à la 16e minute et c'est le défenseur central titulaire qui remplacera son gardien dans les buts. Même réduit à 10, les Ligugéens continuent de pousser vers le but adverse. Sur cette action, tacle musclé du numéro 8 royanais, mais le ballon arrive quand même dans les pieds du numéro 11 de Ligugé. Il prend sa chance mais rate le cadre. L'arbitre revient à la faute et distribue le 2e carton du match. Les Royanais tentent de réagir, magnifique passe en profondeur lobée pour son numéro 9 mais bute une nouvelle fois sur un gardien dans une forme étincelante. 45e minute, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. Ligugé mène 1-0 au stade municipal de Royan. Début de la seconde période, sur un corner joué à 2, le numéro 11 royanais envoie un centre dans la boîte. Le numéro 9 tente un geste acrobatique qui retombe sur son coéquipier, mais son tir touche la transversale. Les joueurs de Royan qui poussent pour revenir au score. Le numéro 3 envoie un centre à ras terre dans la surface, repris par son numéro 10 qui la décale pour une frappe, une nouvelle fois stoppée par le gardien ligugéen. Beau jeu de passe des Royanais qui trouveront leur numéro 9 dans le dos, qui va intelligemment la glisser à son numéro 10 qui frappe, mais le gardien la sort à nouveau. Première action dangereuse des Ligugéens qui peuvent enfoncer le clou. À l'entrée des 16 mètres, le numéro 10 prend sa chance mais ça finit dans les gants du portier royannais. Le numéro 11 part en profondeur, fait un gros travail sur le côté gauche et adresse un centre-tir mais malheureusement ça tombe sur le poteau qui sauve les Ligugéens. Royan court toujours après le score, ils vont se procurer une nouvelle occasion mais une fois encore, le portier s'interpose. Coup de sifflet final, Ligugé s'impose à Royan sur le score d'1-0. Coup dur pour les Royanais en supériorité numérique durant la quasi-totalité de la rencontre. Le maintien s'éloigne peu à peu, on écoute la réaction de Sibi Boubou, capitaine de cette équipe royanaise. On attendait la décision de l'arbitre, après le carton rouge, il fallait les asphyxier, c'est ce qu'on a fait en fin de première. On a essayé de le faire en deuxième mi-temps, c'était par moments désordonné, mais il fallait pousser quoi. De toute façon, dans la position dans laquelle on est, on n'a pas trop le choix. Comme je vous l'ai dit, tant que mathématiquement on n'est pas mort, il faut qu'on continue à bosser. Il faut qu'on continue à avancer et ça tournera. On est 4 ou 5 dans la même position. Il faut voir les résultats des autres et continuer à bosser. Continuer à bosser, faire tourner la chance. Alors après, on a l'habitude parce que comme je disais avec mon coach des gardiens, on en a pris plusieurs cette saison. Donc après, on sait défendre. On a plus de balles à jouer au foot, nous. Donc ça nous convenait plutôt bien. Donc après, on a fait le dos rond. On a pris quelques vagues, mais bon, on a réussi à tenir comme d'habitude. Après, j'ai fait quelques arrêts, mais au final, toute l'équipe, on a été solide quand même, parce qu'on concède quelques occasions, mais pas tant que ça qui sont... Donc au final, on a fait un bon match, tous dans l'ensemble. Plus 3 points, c'est important. Ah bah là, on est dans la course au maintien, on va dire, donc oui, c'est important. Et donc, victoire de Ligugé, comme vous l'avez vu dans ce résumé de match, victoire très importante pour Ligugé qui réalise une très belle opération sur le plan comptable. Ligugé qui prend 6 points d'avance sur son adversaire du jour, Royan Vaud-Atlantique, qui est plus que jamais lanterne rouge de cette poule A. La régionale 3 maintenant avec la poule F. On va s'intéresser au club de l'OFC Ruel avec son vice-président, c'est Hervé Amoni qui nous rejoint dans cette émission d'LFNA TV. Bonsoir Hervé. Bonsoir Benjamin.
Hervé, déjà, on va faire comme on le fait d'habitude pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine qui ne sont pas forcément connus de tous, puisque on a des supporters et des amateurs de football de tous les départements qui nous regardent. Et maintenant, la Nouvelle-Aquitaine est tellement vaste qu'on fait toujours un petit CV. Est-ce qu'on peut présenter votre club? Où est-il situé? En quelle couleur il joue? Depuis combien de temps il existe? Combien de licenciés? Oui, bah alors c'est un club qui se trouve dans la périphérie d'Angoulême, c'est donc Rueil-sur-Touvre. On a un club d'environ 300 licenciés, on a des équipes dans toutes les catégories, on joue en jaune et noir. Club créé depuis 1908. Au départ, c'était avec l'armement. Il y a une grosse entreprise qui s'appelle la DCN qui était là-bas et tout était rattaché à la DCN. Et aujourd'hui, bah, c'est tout retombé côté mairie. Donc voilà, notre principal partenaire, c'est notre mairie qui nous soutient beaucoup. Mais voilà, c'est la mairie de Rueil. Et c'est le cas évidemment de beaucoup de clubs de l'Hexagone et de Je Nouvelle-Aquitaine. pense. Ouais, heureusement que les mairies sont là, hein. Alors Ouais, clairement. des fois, certains râlent parce qu'il y a il y a des questions sur les infrastructures, etc. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, il faut mieux être en bon rapport avec sa mairie, Hervé. On voudrait toujours plus, on voudrait toujours mieux, mais il faut aussi être capable de voir ce qu'ils font, quoi. Et on salue les maires qui nous regardent parce qu'il y en a dans les fidèles d'LFNA TV et on les embrasse évidemment. Alors le président actuel, c'est Philippe Mathieu, mais on le sait, c'est du off, mais c'est aussi évidemment dans les tuyaux. Hervé, vous êtes candidat à sa succession puisque Philippe Mathieu, la saison prochaine, va passer le flambeau, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, moi, je suis au club depuis longtemps. J'avais travaillé avec l'équipe précédente. J'ai travaillé maintenant avec Philippe. Je suis vice-président, moi, depuis 3-4 ans, en charge du sportif. On a lancé beaucoup d'opérations, on va dire, sur la formation des jeunes. Et Philippe souhaite prendre du recul à cause de sa nouvelle activité professionnelle. Et donc, bah, c'est un petit peu naturellement que la passation se fait, quoi. Une passation Philippe restera au logique, sein du club, hein, dans tous les cas. bien Hein, donc, sûr. Philippe Mathieu restera un grand passionné, un grand fan de l'OFC REL. C'était juste pour la petite précision. Vous avez quand même pas mal d'actu, donc on va développer ces actualités dans un instant. Mais un petit mot sur l'équipe Fagnon. Vous êtes dans la poule F de Régional 3. Vous êtes 11e dans un championnat très très serré, Hervé, puisqu'il y a 5 équipes qui se tiennent en 5 points de la 7e à la 11e place qui est la vôtre. Alors pour les suiveurs, c'est une fin de saison passionnante. Pour vous, c'est peut-être une fin de saison stressante. vous avez dit le juste mot, c'est un petit peu stressant. Oui, on s'attendait à faire une saison un petit peu plus sereine. Et c'est le gros point noir de la saison parce que sur tout ce qui est formation, les jeunes, ça se passe bien. Notre équipe C, notre équipe B, cette année, sont 3, 4e, 5e. Elles sont bien positionnées aussi. Donc, c'est un climat serein dans lequel on peut travailler tranquillement. Et malheureusement, bah, cette équipe première, qui a eu beaucoup de difficultés en termes d'effectifs, beaucoup d'absents, beaucoup de blessés très tôt dans la saison. Et puis, vous savez ce que c'est, les dynamiques, quand elles s'enclenchent dans le bon sens, eh ben, c'est très bien. Quand elles s'enclenchent dans le mauvais sens, eh ben, malheureusement, on subit. Donc voilà, c'est compliqué, mais on ne lâchera pas jusqu'à la fin de saison et on espère encore s'accrocher et rester en régional. C'est important pour eux. C'est important parce que c'est la finalité de la formation qu'on donne à nos jeunes. Donc, il faut qu'on leur propose une équipe Fagnon en régional. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, évidemment, d'assurer le maintien en Régional 3 en fin de saison. On va en parler de ces jeunes, d'ailleurs, qui fait aussi la fierté du club. Et vous avez d'ailleurs eu l'honneur de représenter la région Nouvelle-Aquitaine lors de l'Orange Football Challenge. Vous allez nous raconter un petit peu, parce qu'il y a eu un gros travail de vos éducateurs pour en arriver là. Hervé, et vos jeunes, ce sont des U13, ils sont partis. Ce week-end, ils ont vécu une sacrée expérience, puisqu'ils étaient au Stade de France pour, en plus, un match qui s'est avéré être un match exceptionnel de la part des coéquipiers de Kylian Mbappé face aux Pays-Bas. Racontez-nous un petit peu tout ça. Oui, alors, on n'a pas pu trop communiquer pour l'instant parce que malheureusement, ça n'a pas pu se faire vendredi à cause des grèves de train. Orange n'a pas trouvé de solution pour nous emmener tous les gamins au Stade de France. Donc, c'est juste repoussé, c'est juste décalé. Ils nous ont assuré que ça serait nous qui serions là-bas le 19 juin pour France-Grèce. Voilà, donc c'est une grosse déception sur l'instant, mais voilà, l'actualité a pris le dessus et malheureusement, on ne pouvait pas se permettre de monter là-haut en voiture, ça aurait été trop dangereux, ou en minibus. Donc, on a suivi ce que nous a préconisé Orange, et à savoir reporter.
Et c'est vrai que vous faites partie des nombreux Français qui ont malheureusement subi toutes ces annulations de train. Ce n'est que partie remise, vous l'avez dit. Et puis France-Grèce, ça va Exactement. rester un gros match parce que il y a trois Oui. équipes phares dans le groupe de la France. Il y a les Pays-Bas, il y a l'Irlande et la Grèce. Donc ça va être un match important et le plaisir n'est que reporté pour ces jeunes. Exactement, exactement. On a communiqué dans ce sens. Voilà, il y a eu la déception initiale forcément, mais bon, Orange nous a assuré qu'on serait les prochains sur la liste. Donc, on va faire confiance à Orange et puis on va faire en sorte d'y aller dans des conditions sereines. Et on reprendra de vos nouvelles pour ce match France-Grèce C'est du coup. gentil. Comment ça s'est passé d'ailleurs? Comment vous avez été sélectionné pour représenter la Nouvelle-Aquitaine? C'est grâce, je le disais, au travail énorme de vos éducateurs, c'est ça? Exactement. En fait, il était demandé de participer à une action PEF, donc ce qui a été fait. Au sein du club, cette année, donc depuis quelques années, on se structure. On avait embauché un RTJ à mi-temps cette année, Romain Tardieu. On a un autre jeune qui est en apprentissage sur un BMF et on avait 2 contrats civiques et ces garçons-là sont là pour, justement assurer ce genre de mission et ils avaient, lancé cette, action PEF et derrière donc qui a été une réussite, puis tirage au sort et on a été, les heureux gagnants de ce tirage. Et on voulait également mettre un autre événement en lumière dans cette émission d'LFNA TV, puisque vous allez avoir l'honneur et la fierté d'accueillir la dernière journée du championnat de France de football amputé. Ce sera du côté de Rueil-sur-Touvre. Ça va être le samedi 8 avril. Il y aura 3 matchs tout au long de la journée. Le vainqueur, il y a de l'enjeu parce que le vainqueur de la journée va se qualifier pour la Champions League la saison prochaine. Ça, je suppose que ça doit être une fierté et un événement sur lequel vous souhaitez communiquer, Hervé. Exactement. Donc, notre ambition initiale, en fait, c'est de monter une équipe foot béquille. On avait été sollicité par un joueur. Aujourd'hui, il n'y a rien sur la Ligue Aquitaine. Les joueurs du département, de la région qui souhaitent jouer au foot béquille vont sur la région nantaise, vont sur la région d'Annecy, donc font beaucoup de kilomètres. Donc, ils nous avaient présenté ce projet, on avait regardé, on avait étudié ça avec le bureau et rapidement, nous, en tant que club de foot, on se dit qu'on est là pour l'apprentissage du football, mais on est aussi là pour véhiculer certaines valeurs. Et l'inclusion par le sport fait partie de ces valeurs. Et donc, on a dit, bah oui, on va y aller, ça a l'air super intéressant, on va essayer de monter cette structure ensemble. Donc, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire depuis 1 an. Donc, on a un éducateur sportif, foot, diplômé de BMF, qui s'occupe de cette équipe. On a 5-6 joueurs aujourd'hui. On a un préparateur physique qui s'appelle Christian Bale, qui est connu dans le monde de l'athlétisme paralympique également. Il a participé au JO d'Atlanta. Et donc, pour avoir un peu de visibilité, on a convié les 3 clubs à venir sur Ruel. D'habitude, ça se fait sur Annecy, souvent. Donc là, il y a un club qui est région parisienne, un club d'Annecy et un club de région marseillaise qui vont venir chez nous le 8 avril. Et donc 3 matchs. Et comme vous le disiez, à la fin, le vainqueur aura l'honneur de représenter la France en Champions League. Donc ça va être un gros événement samedi 8 avril. Notez dans vos agendas si vous habitez dans le coin et même si vous habitez un petit peu plus loin, puisqu'il y aura, on va citer les clubs, l'ES Cernex, l'Olympique Jouy-le-Moutier et le club d'Andoum en région PACA. Qu'est-ce qu'il vous faut, Hervé? Est-ce qu'il vous faut des bénévoles? Est-ce qu'il faut tout simplement faire un appel aux joueurs qui pourraient être susceptibles d'être intéressés pour pratiquer le foot béquille du côté de Ruel? Est-ce qu'il vous faut des supporters pour encourager, des gens pour venir voir les matchs, les besoins actuels pour cet événement du samedi 8 avril, on le rappelle? Déjà, donc nous, on a convié donc les gens du département, de la région, nos élus. On a convié toutes ces personnes-là. On a aussi contacté un petit peu la presse pour faire parler de cet événement. Il y a le magazine Vestiaire qui va venir chez nous toute la journée. Voilà, en termes de football, c'est quand même une référence aussi. Vous êtes bien sûr conviés. Benjamin, on en parlait un petit peu avant. Les locaux, Charente Libre et Sud-Ouest également. Et puis après également, et on a convié tous les enfants du club qui jouent pas ce jour-là. On organise aussi un petit plateau, les U9 en fait, qui jouent normalement sur des petits terrains, vont découvrir le foot à 8, donc moitié de terrain, entre 18h et 19h30 à peu près. Donc voilà, mais qu'il y ait des supporters, qu'il y ait des gens qui viennent, s'ils veulent découvrir, ils sont vraiment incroyables. Physiquement, c'est incroyable ce qu'ils font. Voilà, s'ils veulent venir prendre contact avec nous, de futurs joueurs, avec plaisir. On est, je vous dis, 5-6 joueurs. L'idéal, ça serait d'être 14-15 l'année prochaine et puis de lancer vraiment la section OFC Ruel Foot Béquille.
Et ça, c'est une super initiative pour ceux qui n'ont jamais vu de foot béquille. Allez regarder un petit peu sur les réseaux sociaux. Ouais. Notamment, il y a un but absolument fabuleux qui avait fait le tour du monde, qui a d'ailleurs été nommé pour le prix Puskás. Il me semble de mémoire, il y avait un joueur en béquille qui avait réalisé un retourné acrobatique absolument fabuleux et ça avait fait le buzz. C'est absolument incroyable, hein. Les performances athlétiques de ces footballeurs, c'est génial. Et c'est le samedi 8 avril du côté de Rueil-sur-Touve. Ça va débuter à quelle heure, Hervé? Donc de 10h à 22h30 à peu près. Et n'hésitez pas à venir si vous êtes dans le coin ou si vous êtes un petit peu plus loin. Et puis si vous avez toujours voulu pratiquer le foot béquille et que vous êtes en Nouvelle-Aquitaine, on peut se rapprocher du club de Rueil, Hervé, pour vous contacter? Avec plaisir. On fait minimum une séance par mois, parce que je vous disais, il y a des gens qui viennent un petit peu loin, donc on fait une séance par mois pour apprendre à se connaître, pour découvrir, pour commencer à travailler ensemble. Et généralement, on couple la journée, on fait le matin salle à Château-Bernard, dans la salle de Christian Bale, et l'après-midi terrain. Donc terrain en herbe si le temps le permet, ou en salle gymnase si jamais il fait trop mauvais en hiver. Donc voilà, et si des gens veulent essayer, c'est avec plaisir. Et venez le samedi 8 avril, on le répète, du côté du stade de Vaugeline à Rueil-sur-Touve. Venez également encourager l'équipe Fagnon, l'équipe de Régional 3 qui va en avoir besoin de soutien pour assurer le maintien. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Hervé. On vous remercie encore une fois d'avoir pris un petit peu de temps pour venir discuter avec nous dans LFNA TV. Merci, Hervé. Avec plaisir, merci pour l'invitation, Benjamin. À bientôt. Et on va continuer de s'intéresser à la Régionale 3, mais cette fois avec un détour dans la poule I. Il y avait ce week-end un choc entre Biscarrosse, 2e du classement, et le leader, la réserve de Porte Entre-deux-Mers. Match qui avait lieu au stade Raoul Triscos de Biscarrosse et qui était suivi par la caméra de notre correspondant en Gironde, Florian Sabatier. De cette rencontre de Régional 3 entre Biscarrosse et la réserve de Porte Entre-deux-Mers. Ce sont les visiteurs qui allument la première mèche sur coup franc, mais le gardien saisit très bien le ballon. Très incisif, Denis Zerouni va tenter sa chance, mais le cadre n'est pas trouvé. Toujours Zerouni qui met à mal la défense landaise et met le ballon dans la boîte. En second rideau, un véritable missile heurte la barre. Saïd Kofi enchaîne sans trouver le cadre des cages adverses. Sur une mauvaise relance, Porte Entre-deux-Mers tente sa chance avec Djibril Camara qui réalise une superbe action de soliste avant de buter sur le gardien. Sur un corner en 2 temps, Mathieu Audibert tente une frappe extérieure du pied que le gardien parvient à repousser. Biscarrosse va profiter d'une de ses rares opportunités pour scorer, mais en vain. Fin de ce premier acte où les deux équipes se quittent dos à dos. Au retour des vestiaires, les deux leaders de cette poule vont en mettre un peu plus. Sur une excellente et virevoltante chevauchée de Djibril Camara, ce dernier va parvenir à servir Zerouni qui va trop envelopper son ballon pour trouver le cadre. Sur un nouveau bon ballon, les visiteurs vont avoir une belle opportunité avec El Madouri, mais il ne conclut pas l'offrande. Sur une nouvelle opportunité, cette fois-ci, c'est Camara qui manque d'adresse. Sur coup de pied arrêté, Biscarrosse ne sera pas loin d'ouvrir la marque. Les joueurs demandent un pénalty, mais l'arbitre ne bronche pas. La réserve de Porte Entre-deux-Mers insiste sans trouver le cadre. Enfin, sur le corner de la dernière chance, Biscarrosse manque de peu d'ouvrir la marque. Fin de cette rencontre et score nul et vierge de 0-0 entre les deux formations.
Forcément de la déception, oui, parce qu'on a mis beaucoup d'intensité, d'implication, d'envie, mais on ne va pas se mentir, le 0-0 est plutôt mérité, même si on aurait espéré avoir un penalty sur différentes situations, mais on a joué face à une très bonne équipe de Porte-Entre-deux-Mers. Lucidité dans les derniers mètres, la dernière passe, quelques petites situations où on doit être plus fin techniquement, mais on ne va pas se mentir, on ne méritait pas beaucoup mieux. Et on termine cette émission avec notre page consacrée au futsal. Comme souvent dans LFNA TV, il y avait ce week-end le 3e tour de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine de futsal. Le club de futsal de Charente recevait l'AJ Aulnay. C'était au gymnase Beauregard de Bury, un duel qui a tenu toutes ses promesses avec beaucoup de buts et du spectacle. Un duel qui vous est résumé par notre correspondant en Charente, Twami Nassiri. Match de coupe aujourd'hui. Le contexte il est simple, hein. Celui qui gagne continue, celui qui perd arrête. Donc c'est qualification directe, on joue contre le nez. Vous savez qui c'est, on les connaît, on les joue très régulièrement. La R1, premier en régional, qui cherche à monter. Ils sont en pleine confiance, donc à nous de les mettre dans le doute, d'accord. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Ça va jouer au mental. C'est uniquement là que ça va se jouer. Ça va jouer dans l'envie, dans la persévérance, dans la solidarité, surtout la solidarité, d'accord. Ça va pas être facile, hein. C'est pas un match où on va attaquer 30 ou 40 fois par mi-temps. Ça se trouve, on aura 2, 3, 4 attaques par mi-temps. Bah, ces 2, 3, 4 attaques-là, il faut au moins que ça fasse une fois filer. Si le meneur se retrouve à jouer à un moment donné ailier ou pivot, il faut qu'il y ait un ailier ou un pivot qui vienne prendre sa place derrière. Il faut toujours, sans arrêt, qu'on ait une solution derrière. À partir du moment où on va être aligné, si on perd le ballon, c'est 3 joueurs, 2 joueurs d'éliminer. Donc toujours la solution derrière pour proposer des solutions. D'accord, ça c'est important. Et puis faites-vous plaisir. Celui qui prend le ballon et qui va tout droit vers le but, ça ne va pas m'intéresser ce soir. Au contraire, rendez-vous disponible, mettez du mouvement. D'accord ? Bonjour, aujourd'hui donc un match de coupe particulier pour nous puisque c'est à la fois un derby et à la fois une équipe qui joue un échelon au-dessus de nous en R1 et qui en plus est leader. Donc l'objectif va être de ne pas être ridicule si je puis dire et vraiment travailler sur une base assez défensive pour pouvoir essayer de les contenir au maximum. C'est toujours un plaisir de jouer des derbies, même si sur le papier il paraît extrêmement déséquilibré. On va tout donner pour pouvoir représenter notre ville et puis surtout se dire qu'on a passé déjà un tour qui était compliqué à l'extérieur et essayer de capitaliser sur ces bons moments. Voilà. Le coup d'envoi est donné par les visiteurs pour ce 3e tour de Coupe Nouvelle-Aquitaine. Et c'est par l'intermédiaire de leur capitaine Kevin Santa Agueda sur cette frappe qui ouvre le score à la 12e minute. C'est sans attendre la réaction des locaux par ce but de Sébastien Michel, capitaine de cette équipe, qui permet d'égaliser à la 15e minute. Les locaux bien entrés en jeu dans cette première période et qui marquent le 2e but par l'intermédiaire d'Enzo Kai qui permet de mener par 2 buts à 1 à la 18e minute. Les visiteurs rappliquent et après cet arrêt, ballon relâché bien suivi par Florian Guicayo qui permet de revenir à égalité de 2. Et un peu avant la mi-temps, on le voit sur cette sortie du gardien et cette frappe. Et c'est bien repris par Matteo Odello qui marque et donne l'avantage aux visiteurs avant que l'arbitre de la rencontre siffle la fin de cette première période. Le coup d'envoi est donné par les locaux et c'est Aulnay par l'intermédiaire de Kevin Santa Agueda en enjambé et qui fait une passe décisive à Tanguy Serrier qui marque dans cette seconde période à la 29e minute. Et ça continue encore à presser. Et c'est sur ce plat du pied que Kevin, après avoir délivré une passe, marque à son tour. La réaction ne se fait pas attendre du côté
des locaux par Samir Dagdaki en feu. Et sur cette frappe à la 39e minute, permet de marquer. Et ça va très vite. Aulnay répond par Florian Guicaillot qui inscrit un but à la 40e minute. Et un petit peu avant la fin du temps réglementaire, sur ses passes, c'est au tour de Lucas Perruchon de marquer ce but avant que l'arbitre de la rencontre siffle la fin du match avec une victoire 7-3 pour Aulnay. Donc le plan de jeu, on l'a fait évoluer depuis quelques matchs et on voit que ça porte ses fruits actuellement. On est reparti sur des bases qu'on maîtrisait les années précédentes et on a voulu essayer de nouvelles choses, ça ne réussit pas. Donc là, ce soir, les joueurs ont respecté le plan de jeu qui était initié. Ils l'ont même dépassé parce qu'on a posé des vrais problèmes aux leaders de R1. C'est ce qu'il faut se dire, 7-3 quand on est dernier de R2 face aux leaders de R1, on n'a pas à rougir. Donc c'est une vraie satisfaction aujourd'hui, c'est un vrai match de référence pour la saison. Et comme je leur ai dit, l'aventure en coupe s'arrête aujourd'hui, mais elle débute pour moi maintenant en R2 et pour la saison prochaine aussi. Oui, effectivement, le principal était la qualification. Après, ça a pris du temps à prendre forme. Après, on avait fait aussi des choix de laisser des garçons au repos ce soir, ce qui n'empêche pas que c'était un collectif qui aurait dû faire beaucoup mieux sur la première mi-temps. La seconde période a été beaucoup plus aboutie. Effectivement, une équipe de Bury qui a très bien défendu et ça a été très très compliqué de pouvoir déroger à leur bloc bas. Des solutions et un peu plus d'applications techniques et tactiques ont permis de prendre l'avantage au score sur la seconde période, plus largement en tout cas. Mais encore trop d'erreurs, trop de petites erreurs individuelles et tactiques à gommer. Autre duel qui nous a intéressé ce week-end dans le 3e tour de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine de futsal et qui était suivi par nos caméras. La rencontre au gymnase François Mitterrand de Pessac entre la réserve du Pessac FC et le club de Pauillac Saint-Laurent. Cette fois, c'est notre correspondant en Gironde qui vous propose ce résumé. C'est Florian Sabatier. De cette rencontre de Coupe de Nouvelle-Aquitaine entre la réserve du Pessac FC et Pauillac Saint-Laurent. Ce sont les visiteurs qui sont les premiers dangereux avec une frappe d'Ayoub Chan, mais Samed Insi est à la parade. Malgré tout, Pessac met son jeu en place et sur une séquence de passes courtes, Gaylor Karim va ouvrir la marque 1-0. Les locaux intensifient leurs efforts et sur une belle percée d'Abdou Saïd qui décale Omar Belbachir qui lui remet instantanément pour le 2-0. Toujours en mouvement, Abdou Saïd va trouver le montant adverse et Omar Belbachir en second rideau va conclure pour le 3-0. Mais Pauillac ne veut pas se laisser abattre et va parvenir à réduire la marque par l'initiative de Anas Ziani. Insatiable, Pessac va profiter d'une belle relance pour accélérer et Abdou Saïd sur une belle frappe croisée s'offre un doublé pour le 4-1. Fin de la première période et c'est Pessac qui mène logiquement à la pause. Au retour des vestiaires, Abdou Saïd est toujours virevoltant et n'est pas loin d'inscrire un 3e but à son actif. Pauillac croit en sa bonne étoile et sur une frappe puissante de Anas Ziani, ils réduisent l'écart. Sur un contre 1, Karim tente de remettre un avantage conséquent en vain. À quelques minutes de la fin de la rencontre, les visiteurs vont réduire l'écart avec Mostafa Mash qui décoche un véritable missile pour le 4-3. Fin de la rencontre et c'est la réserve du Pessac FC qui se qualifie pour la suite de la compétition. Ouais, on savait que ça allait être un match difficile. On a déjà joué contre eux la semaine dernière en championnat. Et on a fait un match nul, donc on était concentrés, on était prêts. Et on a réussi à gagner, même si c'était compliqué. Ouais, franchement, en plus le futsal, ça va très très vite. On peut marquer 2 buts en 1 minute, comme on prend 3 en 1 minute. Donc c'est sûr qu'on était concentrés jusqu'à la fin. Moi, je pense que 10 minutes de plus, ça aurait joué à notre faveur. Il y a eu un très bon gardien chez eux, qui franchement, il nous a fait des arrêts de fou.
honnêtement. Après, c'est une équipe qui a l'habitude du ballon. On sait très bien qu'ils allaient avoir la possession, on sait très bien. Mais on sait que nous, on est des joueurs de ballon, très techniques. On sait qu'on peut faire quelque chose. L'année dernière, on arrive en demi. Voilà, là, on a eu beaucoup de blessés cette année. Ça a été difficile avec le changement de coach et tout ça. Mais franchement, voilà, c'est pas démérité c'est pas démérité pour Pessac. Ils méritent, on leur souhaite une bonne coupe, d'y aller le plus loin possible. Et après, nous, on va se concentrer sur le championnat. On fait le point sur tous les clubs qui se sont qualifiés lors de ce 3e tour de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine de futsal. Ça passe pour le SC La Bastidienne, pour Thouars Foot 79. Ça passe également pour le F Senior Athlétique, pour la Célestin United Artigues, pour la Jeanne d'Arc de Dax et pour Saint-Médard balle au pied. Félicitations à tous ces clubs qui ont donc brillamment passé le cap du 3e tour. LFNA TV numéro 83, c'est désormais terminé. Je remercie Paul Maison-Rognaud à la réalisation de cette émission. Merci à mon équipe de choc à l'édition avec un petit nouveau, Théo Rodriguez, avec également Rémi Samvari et les habitués, les vieux briscards de cette émission d'LFNA TV, Toimi Nassiri et Florian Sabatier. Merci à vous pour votre fidélité. Continuez de commenter, de partager les différents reportages de la rédaction. On se retrouve quant à nous lundi prochain pour le numéro 84 de cette émission. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine à tous et n'oubliez pas, le football, qu'il soit amateur ou professionnel, ça reste un jeu.